Le gouverneur de la région du littoral invite les populations à observer des mesures d'hygiène après la confirmation d'un cas suspect de choléra à Douala et précisément dans le district de santé de Dedo. Nous irons dans quelques quartiers de Douala considérés comme foyers potentiels de cette maladie pour voir comment les populations s'adaptent. En politique présidentielle 2018, plus que 48 heures pour le dépôt des dossiers de candidature en attendant. Ils sont une vingtaine à avoir déjà formalisé leur intention auprès d'Elections Cameroun. Alors qu'il est, les antennes restent ouvertes pour accueillir les derniers prétendants à la magistrature suprême. Le point sur les dépôts dans ce journal. Et puis, toujours en politique, le ministre de l'administration territoriale sème le trouble au sein de l'opposition camerounaise. Depuis la décision de Paul Atangandji désignant des leaders à la tête de certains partis politiques, on assiste à une sorte de levée de bouclier de la part de ceux qui sont désormais considérés comme des bannis. Nous questionnerons des fondements juridiques d'une telle décision dans ce 19h50. Voilà. Bienvenue au 19h50. Nous le disions en titre, c'est donc confirmé par le gouverneur de la région du littoral. Déjà un cas de choléra confirmé justement dans la ville de Douala, dans les quartiers considérés justement comme potentiels foyers de choléra. Il y a quelques populations justement sont en alerte, même si certains continuent à adopter des comportements qui les exposent au choléra. C'est donc le lieu pour Dieudonné Iva Dibois d'appeler ces populations à observer des mesures d'hygiène pour éviter la propagation de cette maladie. Mireille Flore de Fofotso et Stéphane Binac. Cette maman et son enfant vivent à proximité d'une décharge. La promiscuité est une réalité dans ce quartier, un environnement propice au développement du vibrion cholérique, responsable du choléra. Dans ce marché, commerçants et ordures se courtoient au quotidien sans que cela ne meuve aucune autorité. Dans ce quartier de la ville de Douala, considéré comme un foyer potentiel de choléra, quelques populations sont déjà en alerte, même si certains continuent à adopter des comportements qui les exposent au choléra. À notre niveau, c'est d'accentuer une bonne hygiène parce qu'elle peut nous permettre de diminuer les risques de cette maladie dans notre communauté. Par exemple, se laver les mains avec de l'eau et du savon avant de manger, de ne pas prendre de l'eau de forage parce que certains forages ne sont pas bien entretenus et éviter des endroits sales. Quand il pleut, de rentrer dans l'eau de pluie pour te laver les dents parce que parfois on trouve de courir dans ces eaux-là, de laver les mains, comme j'ai dit tout à l'heure, et d'éviter des endroits où c'est pollué, par exemple l'eau qui coule venant des caniveaux, des toilettes et autres. Il faut laver les mains avec du savon et de l'eau propre. Il faut éviter de jouer dans les flaques d'eau sale. Plusieurs autres quartiers dans la ville de Douala sont des potentiels foyers de choléra. D'ailleurs, un cas confirmé de choléra a déjà été enregistré. Comme nous savons déjà que nous avons un cas confirmé dans la ville, ce serait un échec pour nous si nous avons un décès. Un échec pour nous tous. Parce que le diagnostic précoce doit se faire au niveau des quartiers, de nos communautés. Nous avons déjà au niveau de la région du littoral briefé les agents de santé communautaire pour qu'ils aillent nous traquer tous les cas de diarrhée qu'il y a dans les communautés. C'est pour qu'on n'ait pas... L'homme qui décède du choléra, généralement, c'est celui qui vient à l'hôpital déshydraté. Très hydraté, souvent on n'a même pas le temps de prendre la voie veineuse. Donc si vous faites au niveau des communautés un diagnostic précoce, si vous nous amenez des malades précocement, maintenant que nous savons tout ce qu'il y a un cas confirmé dans la ville de Douala, Fin de cet événement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. On aura retenu l'essentiel justement au sujet de cette maladie, le choléra désormais présent dans la ville de Douala. Fin de séjour, fin de visite ou plutôt à Ndjombe, à l'hôpital Saint-Jean de Malte de Ndjombe, de son Altesse éminentissime Fra Giacomo del Tempio di Sanguineto, qui était donc en visite à l'hôpital Saint-Jean de Malte de Ndjombe ce jour. C'est donc ce parcours qui marque également la fin de sa visite au Cameroun. Lui qui aura été reçu par le président de la République a également eu un accueil chaleureux ce jour à l'hôpital Saint-Jean de Malte de Ndjombe. Le point avec Yvonne Katiken et Guy Fotso.
Nous reviendrons sur cet élément, le temps de parler de cette visite du ministre du Transport ce jour qui a eu une séance de travail à l'entreprise Camrail ici même à Douala, accompagné de ses collègues du gouvernement, notamment le ministre des Finances, le ministre des Travaux publics. Ils ont visité justement l'entreprise Camrail ce jour en mettant en garde les populations sur une imminente éviction et un imminent déguerpissement. Ces populations qui sont installées auprès des rails justement dans l'ensemble de la ville de Douala. La visite qui a eu lieu ce jour s'achève demain avec une autre sortie du ministre des Transports. Parlons à présent de cet incendie survenu hier au quartier Cité SIC à Douala. Un immeuble a été pris par les flammes en milieu de soirée. Il était près de 22h30 hier soir justement, quand les habitants de l'immeuble étaient donc endormis. Le feu s'est déclaré alors que les parents étaient endormis justement, mais les populations ont dû s'organiser pour apporter du secours à ces populations qui sont parties de là avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent quelque temps après. Deux familles se retrouvent sans domicile après l'incendie survenu la nuit du 18 juillet au quartier Cité SIC à Douala. Les flammes, parties d'une surcharge électrique, ont tout consumé dans les appartements qu'ils occupaient. J'ai un ami, lui il a eu le courage, il est entré parce qu'il y avait une dame bloquée à l'intérieur, on l'a fait évacuer par son balcon de l'autre côté. Et, les flammes à 5 minutes, ça a presque tout pris. Et le concerné même s'est battu, franchement. Dans le temps d'appeler les pompiers, il est descendu, même il a pris la voiture, aller chercher les pompiers. Bon, les pompiers sont arrivés peut-être 1h30 après. Juste après eux, la gendarmerie également est arrivée. L'alerte a été donnée aux environs de 22h30, lorsque tous étaient déjà endormis. C'est grâce à l'intervention des voisins qu'aucun mort ni blessé n'a été enregistré. Mon matériel de travail qui sont... J'avais 3 ordinateurs, parmi lesquels un desktop et mon ordinateur de bureau et un ordinateur personnel avec lequel je pouvais me déplacer pour aller dans les voyages. En plus de ça, ma maison avait le mobilier électronique, téléviseur, woofer, DVD, tout ce qui va avec, et puis téléviseur dans la chambre aussi, musique dans la chambre des enfants pareil. Donc c'est costaud, c'est costaud. Ça, c'est au niveau du matériel électronique. Maintenant, tout ce qui est paperasse, c'est énorme. Les petits contrats entre sociétés, mes diplômes et des accréditations par rapport à un futur projet. D'après les voisins, c'est le 3e incendie qui survient dans l'immeuble depuis sa construction. En attendant de trouver un autre logement, les victimes continuent de fouiller les décombres, espérant retrouver des documents rescapés. En politique, à présent, reparlons de cette sortie du ministre de l'administration territoriale qui reconnaît des leaders pour certains partis politiques. Depuis hier, l'on assiste à une sorte de levée de bouclier des personnalités considérées comme bannies. Le choix des leaders reconnus par Paul Atangandji crée de vives contestations au sein de l'UPC, le CPP et le Manidem. Certains n'entendent pas en rester là et évoquent d'ailleurs des possibilités de recours vers les autorités judiciaires. Robert Chalitok et Martin Djemou. Face à la décision du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, d'imposer des leaders à la tête des partis de l'opposition en proie au conflit, les acteurs réagissent. Je tiens à noter que c'est une décision qui ne nous a pas surpris du tout, parce que nous l'avions toujours dit, que l'opposition a été infiltrée par certaines personnes qui rendent compte au gouvernement. Et tout le monde a compris que le jeu trouble que certains opposants jouent et progressivement sera mis à la lumière du soleil. Cette note interne du ministre de l'administration territoriale n'a aucune valeur juridique à nos yeux parce que ce n'est pas au MINAT de s'insérer dans la vie interne du CPP, ce n'est pas au MINAT de désigner qui sont les responsables du CPP. Le CPP a des statuts et ces statuts définissent de façon claire comment on devient leader et comment on devient représentant légal. Abiba Issa, jointe par téléphone,
réagit. Nous n'avons jamais nommé à l'UPC au poste de responsable. Les responsables, c'est par élection. Nous avons été élus au Congrès. Et le ministre maintenant veut nous faire comprendre que notre partie de l'opposition dépend de l'administration. C'est ce qu'on veut comprendre. Ils ont fait leur nomination, mais ça ne empêche pas de travailler en ces partis. Pourtant, au sein du CPP, de l'UPC et même du Manidem, des documents sont brandis pour justifier l'exclusion des leaders reconnus par l'administration territoriale. Tita Fong, exclu le 29 mars 2018 par la décision du Conseil national du CPP. Le 7 mai 2016, à Yaoundé, M. Bapod Lipote Robert, définitivement exclu de l'UPC lors de la 5e session ordinaire du comité directeur. Les différents acteurs entendent saisir les instances judiciaires pour arbitrage. Nous allons saisir la justice pour cela. Nous pensons que la justice de notre pays doit faire son travail. Restons totalement sereins. Nous ne considérons pas que cette décision a une quelconque incidence sur la façon dont nous allons fonctionner. Nous ne manquerons pas de saisir toutes les voies de recours judiciaires qui s'imposent à nous. Nous allons opposer à cette décision fermement. Ça ne va pas nous bloquer à faire quoi que ce soit. Nous allons continuer à faire ce qu'on a à faire. C'est le peuple, les UPC qui nous ont fait confiance. Et on ne nous a pas nommés. Une décision ministérielle qui survient seulement quelques heures avant le délai de dépôt des candidatures pour la présidentielle 2018. Vous venez de le voir, la décision du ministre de l'administration territoriale suscite de nombreuses interrogations au sein de l'opposition et même au sein de l'opinion, pendant que les uns estiment que Paul Atanga Nji a outrepassé ses compétences, les autres questionnent les fondements juridiques de cette sortie. Patrick Christian Dobo et Thierry Nana. Dans un communiqué rendu public ce 18 juin, le ministre de l'administration territoriale indique les interlocuteurs désormais reconnus par son administration au sein de certaines formations politiques en proie à des guerres de leadership. Une sortie aussi surprenante qu'inattendue qui laisse un boulevard à toutes les analyses. Par principe, les partis politiques sont des associations privées qui sont donc régies par leur statut propre et leur règlement intérieur. En convoquant une notion comme celle d'ordre public, le ministre de l'administration territoriale, puisque c'est une notion instrumentale et même instrumentalisée, la décision qu'il prend est une décision préventive à l'effet d'éviter un désordre social. Parce que là, quand on évoque la question d'ordre public, c'est une question sensible qui peut donc permettre au ministre ou à toute autorité administrative de s'en servir pour pouvoir réguler un certain nombre de domaines, même si c'est des domaines dans lesquels il serait largement incompétent. Comme on pouvait s'y attendre, la question des prérogatives du MINAT anime les débats en cours et oppose les partisans de la non-ingérence dans l'activité interne des associations légalement reconnues à ceux du droit de police administrative dévolu au ministre de l'administration territoriale. Ce qu'on peut pouvoir dire, c'est simplement que dans le cas d'espèce, le ministre Atanga Nji s'est plutôt ingéré à l'intérieur du fonctionnement des partis politiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont des associations privées, et a procédé à un choix qui n'est pas conforme à celui relevant de la logique des partis politiques. Cette sortie va également apporter de nouvelles mesures dans l'expression même médiatique, c'est-à-dire que désormais même dans les médias, on n'accepterait plus que quelqu'un qui n'a pas qualité puisse justement s'exprimer sur un certain nombre de questions qui toucheraient l'intérêt supérieur de l'État. Quoi qu'il en soit, un constat s'impose cependant, au-delà de cette sortie. Ce communiqué est très loin d'apaiser les esprits déjà surchauffés au sein de ces formations. Le cas des partisans de Kawala dans le CPP ou d'Abiba Aïssatou dans l'UPC qui brandissent des documents d'exclusion des personnes reconnues par le MINAT ou même de Dieudonné Yebga du Manidem annonce déjà les couleurs d'une période juridico-administrative tumultueuse, malheureusement pour les nerfs des militants de ces partis.
On reste en politique et on parle de la présidentielle 2018. Juste avant notre entrée dans ce studio, l'antenne régionale d'Elections Cameroun pour le littoral accueillait la deuxième candidature pour la présidentielle du 7 octobre prochain. Jean-Blaise Ngouet du MPCC qui arrive 24 heures justement après celle du Social Democratic Front. Hier, c'était en présence de Monique Naossi-Fosso et Martin Luthen-Djemou. Rendu à 19 h, ce 19 juillet, à la délégation Elecam du littoral, 2 candidatures enregistrées pour la présidentielle 2018. Celle de Joshua Oshi pour le SDF et de Jean Ngouet pour le MPCC. Parmi ceux qui jettent l'éponge à la dernière minute, Bruno Defo, président coordonnateur national du Modegna et de la COASIC. Il reporte les élections législatives et municipales. Il ne reporte pas les élections présidentielles. Alors que les élections présidentielles sont des élections, c'est une élection majeure dans un État. Nous constatons également qu'il y a des Camerounais qui meurent par centaines. Des Camerounais qui se tuent entre eux. D'un côté l'armée, de l'autre côté les soi-disant séparatistes. Comment dirais-je? Comment vont-ils faire des élections dans cette partie du pays? Comment ça va se passer? Pour nous, il n'y aura pas d'élection. Et on ne peut pas faire des élections juste sur une partie du pays et une autre partie sans élection. Alors, il va gouverner quelle partie du pays en ce moment-là? Une partie et pas l'autre. Et les portes restent ouvertes jusqu'à minuit. Passé cette date butoir, s'ouvre la phase du tri par le Conseil électoral. Le Conseil électoral qui va donc faire le travail d'analyse des différents dossiers pour retenir les candidats dont les dossiers sont validés. Il ne suffit pas de déposer le dossier, il faut encore que le dossier soit bon, qu'il soit constitué des éléments légaux qui sont demandés. Vous savez que quand on est candidat indépendant, on doit souscrire à la condition sine qua non de 300 signatures à travers la nation. Donc ça, c'est une condition très importante et entre autres. 60 jours avant l'élection, la liste des candidats sera publiée conformément à la Constitution et au niveau des cartes d'électeurs. Les cartes de 2018 vont être éditées et envoyées dans les démembrements communaux. La distribution va s'intensifier pour que les électeurs puissent entrer en possession de leur carte et qu'ils puissent aller voter sans aucun problème. 8 jours avant l'élection, la liste des électeurs sera connue. Et cette liste se rallonge et c'est encore rallongé à Yaoundé ce jour avec la candidature de Cabral Libi qui a été enregistrée aux côtés de plusieurs autres candidats qui ont fait justement et qui ont donné leur intention de briguer la magistrature suprême. On en parle avec vous, Alain Gislain Kanga. Bonsoir. Bonsoir Michael et bonsoir à tous. Effectivement, ce 19 juillet est jour de deadline pour les dépôts de candidature à la présidentielle du 7 octobre prochain. Une vingtaine de dossiers enregistrés sur l'étendue du territoire camerounais avant 18h30. Une femme candidate dans le sud, mais aussi beaucoup de places aux jeunes, tels Cabral Libi et Tondé qui ont présenté leur dossier ce jour. Reportage, Rodrigue Tanguay, Luc Vanda et Bertrand Tiassé. 16h30 au siège d'Elecam. Une foule venue visiblement de très loin s'empare des lieux. Elle vient encourager son champion, Cabral Libi, leader du mouvement 11 millions, et candidat investi par le parti Univers de Prosper Koumvondo, lui aussi présent pour l'événement. En ce dernier jour d'enregistrement des candidatures, Cabral, qui a appelé à la mobilisation nationale pour les 30 millions de cautionnement de sa candidature, peut pousser un ouf de soulagement. Et surtout, être fier d'être parti si loin il y a plus d'1 an pour produire ce 19 juillet, date limite de réception des candidatures, un dossier complet pour la magistrature suprême. Moi j'ai toujours misé sur le peuple, j'ai jamais méprisé le peuple parce que je suis du peuple et je sais quelle est la puissance qui est la nôtre si nous avons la volonté. Comme je l'ai dit, nous avons remporté notre premier tour des primaires. Je suis heureux d'avoir été choisi par ces Camerounais qui, à plus de 20 000, ont cotisé leurs 1 000 francs, leurs 500, leurs 5 000, 10 000. Un jour, on va publier bientôt les listings. Dehors, la hola. Comme pour attester de cette adhésion populaire,
Quelques heures avant, dans une atmosphère plus calme, des figures comme celle du candidat indépendant Etonde sont passées par Elekam déposer leur dossier. Nous espérons que le système en place par la validation de ma candidature permettra à la jeunesse de s'exprimer pour une fois dans ce pays. Une demi-dizaine de candidats enregistrés pour cette seule journée du 19 juillet, ce qui porte à 19 le nombre total de dossiers déposés à Elekam depuis la convocation du corps électoral. Pointage fait juste avant la tombée de la nuit. Après 10 jours de valse de dépôt de candidature ici au siège de la Direction générale des élections, c'est la clôture. Ce soir même à minuit, on aura arrêté avec les dépôts de candidature pour la présidentielle le 7 octobre prochain et ce sera terminé. Une vingtaine de dossiers déposés à Elekam. Le cœur sera désormais à l'examen des dossiers de candidature. Ici, au siège de Elekam, Bertrand Chassé, Rodrigue Tongué, Canal d'Internet. Merci Rodrigue. Parlons à présent de Roger Nkododan qui était face à la presse ce jour à Yaoundé, le président du Parlement panafricain aux côtés du ministre de la Communication venant éclairer l'opinion publique suite aux vraies fausses allégations portées contre l'institution qu'il dirige. Les détails avec Ghislain Pierre-Essonneau et Hubert Nudjé. Roger Nkododan est à la maison, le temps de clarification suite aux vraies fausses allégations portées contre l'image du Parlement panafricain dont il est le président nouvellement réélu. Ici, au ministère camerounais de la Communication, la presse a fait foule pour les besoins de la cause. Certains de ses membres, hélas, avaient bu sans avoir mangé au préalable. À sa gauche, le ministre Issa Tiroma Bakari de la Communication et à sa droite, le vice-président, puis le secrétaire général en second de l'institution. Au centre des échanges, la question des finances que règle l'acte constitutif de l'Union africaine en ses articles 18 portant attribution du président et 20 portant sur le secrétariat. Le président et le bureau du Parlement ne sont pas permanents au Parlement, si bien que les fonctions financières de paiement et de recrutement relève de la compétence du secrétaire général. Le motif est donc ailleurs chez les mécontents de la réélection du Camerounais, justement des notes au plan de recrutement. Pour les finances, je ne peux même pas répondre à une seule question des finances, parce que je ne suis ni signataire, ni ordonnateur, donc je ne peux pas vous dire qu'est-ce que l'audit va trouver comme élément de réponse à ce sujet. Également au plan des finances. La première chose, on ne recrute pas les gens au Parlement qui ne figurent pas dans l'organigramme. Première chose, l'organigramme compte 74 places. Quand il y aura l'audit, on va voir si on a recruté plus de 74 personnes. Là, ça sera une faute. Deuxièmement, le président ne recrute pas les gens au Parlement. Il y a toute une commission de recrutement. Espoir que désormais, Roger Nkododan sera un peu prophète chez soi. Thank you. Thank you. Et dans le cadre du programme d'appui, paix et sécurité, la délégation des parlementaires ACP Union européenne a effectué une visite de travail ce 18 juillet au sein de l'école internationale des forces de sécurité à Yaoundé. Une rencontre relative à la coopération entre l'Union africaine et les pays d'Afrique subsaharienne, des Caraïbes et du Pacifique. Les détails avec Laetitia Debilong et Samuel Bonis. Du matériel de guerre exposé et des techniques d'utilisation ici présentées. Les élèves de circonstances sont les membres de la délégation des parlementaires ACP Union européenne qui effectuent ce 18 juillet 2018 une visite de travail au sein de l'école internationale des forces de sécurité à Hawaï. Une visite guidée qui a permis aux membres de la délégation de toucher du doigt les différents matériels qui accompagnent la formation pratique des personnels de l'EI-Force pour le maintien de la paix. La vidéoprojection qui illustre jusqu'ici le contenu des formations reçues par les adhérents de l'EI-Force constitue le second temps fort de cette rencontre. Une descente qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre l'Union européenne et les pays d'Afrique subsaharienne, des Caraïbes et du Pacifique. La dizaine des parlementaires est reçue à l'arrivée par les autorités locales de Hawaï, aux côtés de l'équipe administrative de l'école internationale des forces de sécurité.
Le bilan du barreau de mise à niveau des entreprises locales est satisfaisant, c'est le constat fait ce jeudi à Yaoundé lors de la 19e session ordinaire du comité de pilotage de ce barreau qui a permis de fixer les objectifs pour une industrie camerounaise productive et compétitive. Les détails avec Brand Kamga et André Marindia. En moins de 8 ans, plus d'une dizaine d'entreprises nationales ont partiellement ou totalement achevé la mise en œuvre de leur plan de mise à niveau. Ceci grâce au bureau de mise à niveau des entreprises du Cameroun. Nous avons accompagné certaines entreprises à mieux se structurer en interne de telle sorte qu'elles sont capables aujourd'hui de bénéficier des financements autres, notamment des financements du marché financier, du financement bancaire, parce qu'avant, elles n'étaient pas organisées de manière à pouvoir présenter des dossiers bancables. Aujourd'hui, elles peuvent le faire. Des certifications aux différentes normes ISO se poursuivent dans une douzaine de structures. Un bilan satisfaisant dressé ce 19 juillet à Yaoundé au cours de la 19e session ordinaire du comité de pilotage du bureau de mise à niveau des entreprises. Ceci contribue à permettre que nous puissions être performants et que nous puissions être compétitifs et surtout diminuer et arrêter les importations pour qu'on puisse être à niveau. Vous savez qu'aujourd'hui, nous devons avoir une économie qui fait beaucoup plus dans la qualité pour pouvoir conquérir le marché international. Cette session, présidée par Isaac Tamba, a permis d'examiner les dossiers sur la mise à niveau technique et la qualité. Une présentation est également faite sur le programme industrialisation, valorisation des produits agricoles. Le BMN, dans sa mission d'appui des entreprises locales dans leur processus de mise à niveau, fait le tour du Cameroun, même si la crise anglophone l'empêche malheureusement de mener à bien ses actions dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La Croix-Rouge camerounaise lance le concept Jeunesse, Loisirs, Jeunesse, Vacances. Le but de ce programme est d'imprégner les jeunes aux gestes de premier secours, mais aussi de leur inculquer les valeurs morales et patriotiques en cette période de vacances. Une initiative à laquelle adhèrent d'ailleurs massivement les jeunes de Yaoundé. Karalmeza Tatuya, Luc Mvanda. En période de vacances, les jeunes sont très souvent entraînés dans des activités néfastes, notamment le vol, les grossesses non désirées chez les jeunes filles, la consommation d'alcool, de tabac, de drogue, entre autres. Pour lutter contre ces formes de fléaux, la Croix-Rouge camerounaise a initié le concept Vacances Loisirs, Vacances Secours. Il consiste à permettre aux enfants de s'imprégner des gestes de premier secours de manière ludique pendant les vacances. Je prends un exemple banal. Bientôt la saison sèche. Généralement, les enfants souffrent des hémorragies nasales. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, quand tu souffres d'hémorragie nasale, il faut renverser la tête en arrière. L'enfant qui sait qu'en renversant la tête en arrière, ce sang, il va où? Il va rester dans la tête et il va se coaguler. Par contre, nous lui apprenons que non, il faut plutôt baisser la tête pour que ce sang sorte et soit évacué. Nous avons touché notre module, l'éducation à la citoyenneté, ce que nous appelons la morale. Il est bien que nous revenions sur quelques formules élémentaires de politesse, sur quelques leçons de morale élémentaire, telles qu'apprendre à l'enfant comment dresser son lit le matin, ces petites choses qui rendent votre enfant progressivement autonome. L'apprentissage est donc bénéfique à plus d'un titre pour ces enfants. Quand mon ami s'est blessé à la tête, je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai pensé à ça et ma grande sœur m'a dit qu'il y avait un stage de vacances à la Croix-Rouge. Les activités vont durer 5 semaines. Ils ont pour but favoriser le développement personnel des plus jeunes dans un réel esprit de solidarité, d'entraide sociale. Cette première édition s'inscrit en droite ligne dans notre politique justement de promotion des valeurs humanitaires. C'est Jean-Urbain Zoa, secrétaire général de la Croix-Rouge camerounaise, représentant de la présidente nationale qui a lancé les activités ce 18 juillet à Yaoundé. Un corps sans vie a été découvert hier soir au quartier Tongolo à Yaoundé. Le corps va y passer la nuit, tout en perturbant la tranquillité des populations qui ont pourtant appelé les services compétents pour les en débarrasser. Suivant ce reportage de Karalmeza Tatuya et André Marindia. L'odeur nauséabonde qui contraint ses habitants à se protéger le nez provient du corps sans vie en état de putréfaction avancée, découvert au lieu-dit Pont Tongolo à Yaoundé ce 18 juillet 2018.
Un corps qui, selon des témoins, a été emporté par les eaux de la forte averse qui s'est abattue dans la ville la veille et a achevé sa course dans cette cuisine. Directement après, on a vu une bâche qui est arrivée. Allez, le bâche blanc, maintenant le corps maintenant, allez, est venu trouver. Par derrière maintenant. On se retrouvait avec le corps pendant qu'il pleuvait. Donc ça a pu que les gens cherchent à entrer à la maison. On se retrouve avec le corps, ils nous appellent, donc on ne connaît pas la personne. L'état de la dépouille laisse croire que cet homme, dont on ignore l'identité, est décédé depuis plusieurs jours. Et quand vous voyez même ce corps, il n'est pas mort aujourd'hui. C'est un corps de dépouille. Parce qu'il sent derrière, c'est ça que vous entendez l'odeur là. Aux dernières nouvelles, le corps a été transporté à la morgue ce jour par les services compétents. Poursuivons ce journal avec la visite des chantiers par la communauté urbaine de Douala. Et c'est avec vous, Michael Tipkio. Bonsoir. Bonsoir Alain Ghislain. Avant de revenir sur la visite de ces chantiers, revenons sur le choléra justement avec ce cas signalé à Douala qui n'est pas issu de l'hôpital de district de Nilong. C'est la précision qui a été apportée il y a quelques minutes. L'institution sanitaire qui a été présentée comme un des foyers de choléra. Le médecin de l'hôpital rencontré ce matin rassure les populations qu'il n'y a pas de cas de choléra dans le district de santé de Nilong, mais plutôt dans le district de santé de Dedo, comme l'a précisé le gouverneur de la région du littoral. Je vous suggère d'écouter le docteur Noël Essomba qui rassure les populations au micro de Thierry Nana. Au jour d'aujourd'hui, je dis bien au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore enregistré de cas de choléra. Nous avons effectivement eu une patiente qui a été reçue présentant des diarrhées, mais vous savez bien que toute diarrhée n'est pas choléra. Cette patiente a été prise en charge et les tests qui ont été faits par la suite ont effectivement exclu de cas formels de choléra. Et aujourd'hui, cette patiente qui se porte relativement bien, d'ailleurs s'apprête à sortir de l'hôpital. Mais je voudrais continuer à rassurer les populations qu'effectivement, à travers et pour les cas qui ont été dépistés ça et là, parce qu'effectivement c'est une épidémie que nous sommes en train de vivre, nous avons pris toutes les dispositions au niveau de notre formation sanitaire. Nous avons déjà prévu un local pour pouvoir isoler les éventuels cas de choléra qui se présenteraient. Nous avons continué à recycler nos patients, je voulais dire notre personnel. Nous avons une autre formation, n'est-ce pas, pour ce personnel qui est organisé dans l'après-midi. Et aussi bien le personnel sanitaire que le personnel de surface est sensibilisé pour pouvoir réagir, n'est-ce pas, pour pouvoir riposter si jamais il y a un cas de choléra qui se présente dans notre formation sanitaire. Et je voudrais donc profiter de cette opportunité que vous me donnez de sensibiliser nos populations sur les règles d'hygiène. Il faudrait rappeler et encore rappeler à nos populations de pouvoir se laver les mains avant de manger, de se laver les mains après être allé au sel, d'être plus ou moins propre. Et s'il y a un cas, n'est-ce pas, de diarrhée et ou de vomissement qui se présente dans votre entourage, n'hésitez pas un seul instant, faites venir le cas auprès de notre formation sanitaire ou auprès d'une autre formation sanitaire, parce que toutes les mesures ont été prises par la délégation régionale de la santé publique et par toutes les formations sanitaires afin de pouvoir prendre de façon immédiate et même gratuite, hein, il faudrait peut-être le préciser, dans un premier temps, tous les patients qui se présenteraient, n'est-ce pas, dans notre formation sanitaire. L'énergie électrique est de retour à Bertoua, dans la région de l'Est Cameroun, après une série de manifestations orchestrées par les populations pour exprimer leur courroux après des coupures intempestives d'énergie. La réaction de l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie ne s'est pas fait attendre, au grand bonheur des résidents de la ville de Bertoua. Je vous propose de regarder ce reportage de Lil Piedjou et Kizito Koumaï. Des camions immobilisés sur plusieurs kilomètres, une route complètement barrée, la population en colère. Voilà le cliché qui a prévalu hier dans la ville de Bertoua, région de l'Est Cameroun. La population dénonce les coupures intempestives de lumière
depuis plusieurs semaines. Alertées, les autorités locales sont descendues sur les lieux. Une réunion de crise a été immédiatement convoquée et interdite à la presse. Après plusieurs tentatives de négociation, 2 camions-citernes de carburant sont sollicités pour résoudre le problème à la base technique d'Eneyo, à Bertoua. Le préfet du Lomé-Djerem rassure. Face à ces plaintes, la réaction d'Eneyo Cameroun ne s'est pas fait attendre. Eneyo Cameroun exprime ses regrets à ses clients de Bertoua et environ suite aux perturbations de ces dernières semaines. L'entreprise précise que la production de l'énergie électrique revient progressivement à la normale dans cette localité, avec du carburant mis à disposition en urgence par la réalimentation des centrales. Selon les dernières informations, la lumière est de retour depuis ce matin dans la ville. Reste à savoir ce que l'avenir va réserver aux habitants de Bertoua dans les prochains jours. Il y a quelques années, ce fut le cas à Abomban. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite passer une belle soirée sur Canal 2 International. À lundi, 19h50.